il y avait 3-4 gars dans leur garage qui étaient en train d'essayer de développer le truc. Et puis donc Cdiscount vient nous voir. Cdiscount nous contacte en nous disant les gars, votre plateforme, est-ce qu'on pourrait analyser nos données web marketing avec votre truc? Et nous on leur dit ok go, on va essayer. On connaissait bien ce sujet. C'est eux qui nous donnent le cas d'usage d'OnCrawl avec l'agrégation des données de log, des données de crawl, l'analyse des sites, l'analyse des données d'audience, toutes les données qui peuvent être utiles à ce genre d'analyse. Et donc on commence en fait à vendre d'abord sous forme d'API les résultats de notre plateforme. Et on se retrouve assez vite à se rendre compte qu'on a besoin de démocratiser ces usages sur la partie SEO technique et que tout le monde en a besoin en fait. C'est un peu plus de 1000 clients aujourd'hui dans 66 pays exactement. On ne communique pas sur nos chiffres, mais ce que je peux dire c'est qu'en termes de volume de chiffre d'affaires, ça se compte en plusieurs millions d'euros. Bienvenue sur l'Entrepreneur en vous, le podcast où vous allez découvrir comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre hôte Nayer Saïdan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui ont su construire et profiter de la vie dont ils ont toujours rêvé. Aujourd'hui, je reçois François Goub, fondateur de OnCrawl. François partage avec nous son aventure entrepreneuriale et comment il a réussi à créer une entreprise à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires en choisissant une niche qui peut sembler très étroite à première vue. Vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante envou.co/32, le chiffre 32. François, à toi. François, est-ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui est en toi ? Bonjour, ouais, bien sûr. Excellent. Aujourd'hui, j'accueille François Goub, le CEO et fondateur de OnCrawl, un outil d'analyse du référencement de votre site web qui permet d'améliorer son positionnement dans les moteurs de recherche. François, avant de parler de OnCrawl, j'aimerais qu'on remonte le temps et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours personnel. Est-ce que tu te rappelles du tout premier projet ou business que tu as fait ? Oui, bien sûr. Donc OnCrawl, c'est effectivement pas ma première boîte. Moi, j'ai démarré, j'avais 25-26 ans et j'ai créé le moteur de recherche d'offres d'emploi jobijoba.com que j'ai amené jusqu'en 2012 à une trentaine de collaborateurs et présent dans une dizaine de pays. D'accord, c'est énorme. C'est ça le premier, et puis après j'ai monté une boîte de conseil. Comment t'as démarré ça ? Écoute, j'ai rencontré un associé avec qui je m'entendais très bien dans une SS2I française, et on avait envie d'entreprendre, et on avait fait le constat que le marché de l'emploi c'était un marché qui était pas hyper transparent. Donc nous, notre idée c'était d'agréger en fait les offres d'emploi de tous les sites emploi pour aider les gens à trouver un job, un point d'entrée unique. Et on avait un business model qui était le même que celui d'un comparateur de prix, puisqu'on revendait le trafic au job board, que ce soit Monster, l'APEC, et on faisait ça dans plusieurs pays. Voilà. D'accord. Ça a duré longtemps ? La boîte existe toujours, donc oui, ça continue. Moi, je suis parti en 2012. J'ai cédé mes titres en 2012. Voilà. D'accord. Ok. Et après cette expérience, d'ailleurs, je t'ai pas posé la question, mais pourquoi t'es parti ? Tu voulais affronter d'autres challenges ou qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, c'était le bon moment pour moi parce que j'étais super jeune. Et il y a des gens qui sont très bons pour créer des boîtes, il y a des gens qui sont très bons pour les manager. Moi, à l'époque, j'étais encore assez jeune et je pense que j'étais arrivé au bout de ce que je pouvais apporter à la boîte. À un moment donné, il faut aussi avoir l'humilité de faire ces choix-là. Et donc, il y avait des gens qui étaient meilleurs que moi pour continuer l'aventure. C'était un bon moment pour moi. Et puis moi, j'avais vachement envie de revenir sur des projets plus technologiques, puisqu'on était devenu un peu une boîte média à ce moment-là, et j'avais envie, avec d'ailleurs des salariés de Jobijoba, de revenir un peu vers la techno. Et donc, on a pris 1 an et demi avec mon cofondateur Tanguy. On a pris 1 an et demi pour maturer un peu le sujet et puis développer en fait une data plateforme qui mariait un peu le meilleur des deux mondes entre l'analyse sémantique d'où on venait, ça c'était notre cœur de métier, et le traitement de grosses volumétries de données. On n'appelait pas ça encore Big Data à l'époque. Et donc, on a fabriqué cette plateforme technologique-là qui a trouvé un peu plus tard le débouché qui est OnCrawl aujourd'hui. D'accord. Donc, toi étant CTO, les deux fondateurs de l'ancienne boîte, vous avez vendu du coup vos parts dans Jobijoba ou vous êtes toujours... Mon associé historique est resté et il vient de céder à Région Job, Jobijoba. Voilà. D'accord, ok. Et du coup, vous décidez de créer cette boîte-là, enfin la préhistoire de OnCrawl, on va dire. Ouais. Comment s'est passé le démarrage ? Démarrage en fait, donc c'est une conviction forte entre Tanguy Moal et moi sur l'aspect technologique. Où on se dit c'est le sens de l'histoire et on a vachement envie de travailler là-dessus. Donc on déroule un plan de R&D assez ambitieux. On aboutit cette plateforme et puis en fait un jour on connaissait bien. Nous on venait quand même moi je venais aussi de l'industrie du SEO.
Et un peu par hasard, Cdiscount nous contacte en nous disant les gars, votre plateforme, est-ce qu'on pourrait analyser nos données web marketing avec votre truc? Et nous on leur dit ok go, on va essayer parce qu'on connaissait bien le sujet. Donc là, votre plateforme était déjà développée. Ouais, il y avait une première brique technologique qui était dispo. D'accord. Et donc, mais il n'y avait pas de clients encore. Non, pour l'instant, il y avait rien du tout. Il y avait 3-4 gars dans leur garage qui étaient en train d'essayer de développer le truc. Et puis, donc, Cdiscount vient nous voir. Ils nous demandent ça. On dit, OK, go, on y va. Et puis, en fait, c'est eux qui nous donnent le cas d'usage d'OnCrawl avec, donc, d'un côté, l'analyse, l'agrégation des données de log, l'agrégation des données de crawl, l'analyse des sites, l'analyse des données d'audience, toutes les données tierces qui peuvent être utiles à ce genre d'analyse. Et donc, on commence en fait à vendre d'abord sous forme d'API les résultats de notre plateforme. D'accord. Et on se retrouve assez vite en fait à se rendre compte qu'on a besoin de démocratiser ces usages sur la partie SEO technique et que tout le monde en a besoin en fait. Donc, à côté de ça, nous, notre plateforme, elle servait à faire de la business intelligence dans le monde des vins et spiritueux, dans le monde de la santé. On avait pas mal de projets un peu annexes. Et en fait, on fait le choix que la société qui a incubé OnCrawl, on l'a créée en 2013. Et en fait, en 2015, on décide d'abandonner tous les autres projets et de se concentrer sur OnCrawl parce qu'on sent qu'il y a un moment de marché qui est intéressant et qu'il y a un débouché pour notre technologie qui est là. Donc, on fait le choix de se concentrer sur OnCrawl. D'accord. Finalement, les grandes briques de OnCrawl, c'est à la demande de Cdiscount. Ça a été initié par les besoins d'un client, finalement. Alors en fait, les briques technologiques, on les avait. On a juste adapté en fait ces briques technologiques aux contraintes métiers qui sont celles du référencement naturel. D'accord. On n'a pas notre plateforme a cette qualité-là qu'elle est très générique et donc qui nous permet d'ingérer à peu près n'importe quel jeu de données et de travailler dessus. Donc ça, c'est vraiment le socle de base. Et nous, évidemment, sur OnCrawl, on a rajouté pas mal de couches métiers dédiées au référencement naturel. D'accord. Et comment a été votre contrat avec Cdiscount? C'était plutôt un travail collaboratif ou est-ce que c'était un client classique ou est-ce que c'était un partenaire carrément? Non, c'était un vrai partenaire au départ, puisqu'en fait, on a mené à bien avec aussi d'autres boîtes, notamment AT Internet, qui est un acteur de taille mondiale sur la partie analytics. Et donc, on a monté un consortium, en fait, qui réfléchissait un peu à la problématique big data et e-commerce. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a identifié le use case OnCrawl et qu'on l'a déroulé. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel on a partagé les développements avec Cdiscount. C'est juste qu'en participant à ce projet de recherche-là, où on leur a mis à disposition notre plateforme, qu'on s'est acculturé aussi à ces besoins-là et qu'on a plus tard adapté la chose. D'accord. François, on n'a pas beaucoup parlé de OnCrawl. Est-ce que tu peux nous présenter plutôt facilement, sans trop de termes techniques, OnCrawl et puis quelle est la cible que vous avez choisie? Donc en fait, OnCrawl, c'est super simple. En fait, c'est un outil en ligne qui va analyser le comportement des moteurs de recherche sur votre site et qui va analyser aussi votre site pour savoir quels sont les facteurs favorables ou défavorables à votre référencement naturel. Donc on va d'un côté dire comment se comporte le site et de l'autre côté dire comment Google l'interprète. Résultat, nous, notre métier, c'est un peu d'ouvrir la boîte noire de l'algo de Google et donc d'aider les gens à prendre des décisions éclairées en matière de SEO. Donc notre cible aujourd'hui, si je prends notre parc client, on a à peu près 40% de clients qui viennent des médias. On a l'équivalent du côté e-commerce. On a à peu près 10% de grandes marques et 10% d'agences. C'est quand même essentiellement à des pure players web. Ouais. Et donc on travaille avec des gens comme Forbes aux États-Unis, comme Region Job en France, comme Cdiscount. On a un peu plus de 1000 clients aujourd'hui et ça va de très petits commerçants à des très très gros players comme Ticketmaster par exemple en Grande-Bretagne. Voilà. D'accord. Dans le monde du SEO, François, il y a pas mal de solutions. Comment vous avez réussi à vous différencier par rapport à la concurrence? Est-ce qu'il y a vraiment des concurrents frontaux à OnCrawl? Alors oui, il y en a quelques-uns. Nous, on adresse une partie du référencement naturel qui était pas très bien adressée jusqu'à présent, qui est vraiment la partie SEO technique. Donc, il existait pléthore d'outils sur l'analyse des positions, l'analyse des liens, mais l'analyse intrinsèque d'un site web et l'analyse des comportements des robots, des moteurs de recherche, il y avait très très peu de solutions. Il y avait quelques outils open source qui pouvaient être adaptés à ces fins-là, mais il n'y avait pas de solution cloud, pas de solution avancée en la matière qui permettent de jouer des algorithmes d'analyse sémantique, par exemple. Donc, on va dire que la barrière à l'entrée, d'un point de vue technologique, elle est assez élevée là-dessus. Donc, il y avait assez peu d'acteurs. D'accord. Voilà, nous, il faut savoir que sur notre plateforme, là, entre 2013 et 2016, on a investi un peu plus de 2 millions d'euros sur la technologie. Donc voilà, il a fallu... C'est beaucoup quand même. Ouais. Et du coup, tu parles de financement. Du coup, vous avez dû lever des fonds ou est-ce que c'était purement du bootstrapping?
Alors, au départ, ça a été complètement bootstrappé puisque on a autofinancé le démarrage. Assez vite, on a eu la chance de remporter le concours national de l'innovation, donc ce qui nous a donné un peu d'air d'un point de vue financement public. Et puis derrière, on a opéré 3 levées de fonds depuis le début de la boîte. Voilà. D'accord. Pour un total de levée d'à peu près 6 millions d'euros. D'accord, excellent. François, est-ce que vous êtes directement ouvert à l'international dès le début ou est-ce que c'est arrivé plus tard ? C'est une bonne question, ça. Ouais, nous, on avait dans notre ADN le fait d'être internationaux tout de suite. Donc, on n'avait même pas de site web en français. On a toute la documentation en interne, elle est en anglais. Et donc, on a adressé tous les clients qui voulaient bien de nous directement à l'international. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a à peu près 50% de notre chiffre d'affaires qui vient de l'international. D'accord, excellent. Du coup, ça nous amène à la question suivante. Quel est le principal canal marketing que vous utilisez pour faire croître OnCrawl ? Nous, il y a 2 canaux principaux. Il y a d'un côté les salons, puisqu'on fait cette année, je crois qu'on fait à peu près une 60aine d'événements. C'est un marché très communautaire, le marché l'industrie du SEO. Donc on en fait pas mal. Là, je crois qu'en un mois, on a fait 7 ou 8 salons. Search Marketing Expo à Munich. On était à Brighton SEO la semaine dernière. On était à Portland pour Engage. On a fait un guide à Londres. On en fait vraiment beaucoup. Parce que, in fine, c'est quand même un marché qui, même s'il peut se gérer à distance, les gens aiment bien se voir et aiment bien discuter des bonnes pratiques. Donc, on a besoin, en fait, d'être présent sur ces événements. Et en général, effectivement, quand on arrive à pouvoir faire une conférence lors de ces événements, ça joue pas mal sur nos résultats d'un point de vue business. Donc ça, c'est quand même un canal très intéressant, même s'il est coûteux. Et l'autre canal, c'est la partie content marketing qu'on travaille pas mal, qui nous amène pas mal de business aussi. D'accord. Excellent. François, tu as parlé des événements et vous en faites beaucoup. Pour une solution SEO, ça m'a surpris un peu parce que j'aurais dit ça aurait été Google en premier, mais du coup, ça relate que la relation humaine et voir les gens, c'est super important en business. On peut pas juste se baser sur Google. Comment vous abordez ces événements-là ? Comment vous faites que ces événements-là vous apportent des clients ? Est-ce que faut juste, vous payez un stand, vous êtes présent et les gens viennent vous voir ? Ou est-ce qu'il faut vraiment prendre l'événement dans son ensemble et vous faites autre chose pour que ça vous apporte du trafic et puis du business derrière? Alors, c'est un sujet super important. Un salon qui est pas préparé, c'est un salon qui ramène rien. Donc nous, en général, les commerciaux, on prépare des rendez-vous. Donc c'est l'occasion en fait pour, par exemple, quand on va à Brighton SEO, de donner rendez-vous à nos clients anglais et à nos prospects parce que en gros toute l'industrie se réunit pendant 2 jours là-bas. Donc on s'efforce de bien préparer ça, d'avoir des rendez-vous, de pas juste attendre sur le stand. Et puis on essaye aussi d'avoir quelques techniques pour amener du monde sur le stand. Donc le choix de l'emplacement, il est évidemment hyper important. Et puis voilà, on va par exemple nous sponsoriser une after party parce que ça correspond à notre positionnement marketing, ce qu'on a envie de partager avec l'industrie. Et donc on va inciter les gens à venir sur le stand pour récupérer un petit perk pour la soirée. D'accord. Ou un essai plus grand que ce qu'on fait directement en ligne pour inciter les gens à venir le voir. D'accord. Et sur le stand, comment ça se passe ? Il y a quelqu'un qui arrive. Est-ce que vous lui présentez directement l'outil en ligne ou est-ce que c'est plus un pitch Ouais, en général, on n'a pas beaucoup de temps sur le salon et d'ailleurs, les gens qui viennent nous voir n'ont pas beaucoup de temps non plus. Ouais. Donc là, on va être plus de l'ordre du pitch, mais on va prendre rendez-vous assez vite pour présenter une démo ou un compte d'essai à nos prospects. D'accord. C'est vraiment un premier point de contact, quoi. Ouais. D'accord. François, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec OnCrawl en termes de chiffres ? Écoute, c'est un peu plus de 1000 clients aujourd'hui, dans 66 pays exactement. Une majorité en Amérique du Nord et en Europe. Donc voilà, on communique pas sur nos chiffres, mais ce que je peux dire, c'est qu'en termes de volume de chiffre d'affaires, ça se compte en plusieurs millions d'euros. Voilà. D'accord, excellent. Et du coup, tu as dit 66 pays, je suppose qu'il y a un support qui doit suivre derrière. Comment vous gérez la partie support ? Alors, nous, on a une différence sur le marché, c'est qu'on est super précautionneux sur la partie support. Donc on a d'un côté des clients qui vont être complètement automatisés avec un support en ligne, un chat, même quelques chatbots qui vont s'occuper du support de niveau 1. Et puis on a des clients, on va dire un peu plus premium, pour lesquels en fait on a créé une cellule qu'on appelle Customer Success, qui sont des gens qui vont former nos clients, qui vont les aider à paramétrer leur compte, qui vont faire des meet-ups tous les mois, tous les trimestres avec nos clients, qui sont soit ingénieurs, soit experts en référencement naturel avec au moins 5, 6, 7 ans d'expérience, et donc qui vont être capables de comprendre la problématique du client et qui vont être capables de paramétrer, de tweaker un peu OnCrawl pour satisfaire au mieux les besoins du client. Donc nos clients premium, ils vont avoir un interlocuteur privilégié, un ou plusieurs d'ailleurs, en interne chez nous,
qui vont accompagner les clients pendant toute leur vie chez nous. Et donc nous, on se targue d'être numéro 1 sur la partie support. Ouais. Donc, c'est quand même quelque chose qui est super important parce que là aussi on parlait de l'humain là, à l'instant. Juste répondre dans un chat, ça suffit pas. Les gens ont besoin de se parler. Ils ont besoin d'être accompagnés, de recevoir une oreille attentive parce que souvent, par exemple, dans nos métiers, on a le responsable SEO qui est en train de batailler avec la technique. Nous, c'est des cas qu'on rencontre tout le temps. Donc, on va, par exemple, partager avec nos clients, chez tel autre client, eux, ils ont plutôt fait passer le message comme ça à leur IT. Donc, on va aussi les aider à faire passer leur chantier. Donc, l'humain est important. Voilà. Et donc, les clients vont apprécier de bosser avec nous aussi pour ça. D'accord. Donc, ça passe à un niveau supérieur. Il y a même du conseil derrière, quoi. Alors, nous, on va pas aller, si tu veux, sur la partie c'est une ligne qu'on souhaite pas franchir parce que c'est un modèle de développement qui est complètement différent. On souhaite pas fournir la partie conseil SEO. D'accord. C'est-à-dire que nous, on va s'arrêter à conseiller nos clients sur le meilleur usage d'OnCrawl par rapport à leurs problématiques. D'accord. On fait pas le boulot d'une agence, c'est pas notre métier. Parce que clairement, c'est des modèles de développement où tu es obligé de recruter des bataillons de consultants pour satisfaire tes clients. Nous, on est un éditeur de logiciels et on est organisé comme tel. D'accord. Donc, c'est des modèles et des structures de coûts qui sont clairement différents. Et OnCrawl, justement, en parlant de conseils, quand il analyse les données, est-ce qu'il fournit à l'utilisateur des conseils d'optimisation sur son site ou est-ce qu'il dit voilà ce qui va pas et puis il laisse le client décider de son propre... Alors, nous, si tu veux, on va analyser, on produit un peu plus de 500 métriques dans nos dashboards. On s'est efforcé de les rendre actionnables dans le sens où quand tu vois quelque chose de rouge dans un graphique, c'est qu'a priori, il y a un problème. Maintenant, nous, notre positionnement, c'est d'être vraiment tiers de confiance. Donc, on présente factuellement les choses. Donc, on va pas se permettre de dire, tiens, il faudrait que tu fasses ça. On va te mettre quelques warnings en rouge ou en orange quand ça va pas. Maintenant, on va s'arrêter là. C'est-à-dire que nous, en fait, on est quelque part, on te vend une voiture, t'apprends pas à la conduire. Mmh. Nous, on n'a pas de velléité, si tu veux, à ce que OnCrawl il remplace un responsable SEO. Non, c'est un outil indispensable pour un responsable SEO pour qu'il exécute correctement sa mission. D'accord. Il faut quand même connaître le SEO pour l'utiliser. C'est pas un outil pour quelqu'un qui n'est pas initié à ça, quoi. Voilà. On s'adresse pas aux débutants. On est sur un niveau de technicité qui est quand même assez avancé. Donc, il y a besoin, comme un tennisman ou un skieur qui va avoir un matériel particulier pour être performant. Effectivement, les skis d'un champion du monde, c'est pas les skis de Monsieur Tout le Monde. Donc, c'est exactement la même chose. J'adore l'image. François, quels sont selon toi les secrets de la réussite de OnCrawl? Les secrets ou les petits ingrédients qui ont fait que ça réussit? Honnêtement, je pense que c'est l'équipe. Dans toutes mes expériences, je pense que ce qui a fait le succès, c'est l'équipe. Parce que la techno, on trouve toujours un moyen de s'en sortir. Trouver des clients, même si on a un produit dégueulasse, malgré tout, on y arrive si on a des bons commerciaux. Donc, ce qui compte, c'est vraiment l'équipe. D'avoir une équipe qui est talentueuse et aussi une équipe qui est solidaire parce qu'il y a des moments qui sont pas faciles. Et, donc, des gens qui ont la maturité d'esprit de voir un petit peu plus loin que juste leur situation perso et qui sont capables, de faire les efforts. Nous, on parle souvent en interne de faire le extra mile, comme disent les Américains. Donc, de toujours faire le kilomètre supplémentaire qui fait qu'on va un peu plus loin. D'accord. Donc, l'ingrédient, c'est clairement l'équipe. Puis après, je vais être honnête, il y a aussi un peu de chance, quoi, parce que tu as la chance de rencontrer la bonne équipe, parce que tu as la chance d'avoir un premier client qui te fait confiance, parce que tu es au bon endroit au bon moment. Il y a aussi un peu de chance, ouais. D'accord. Et en parlant d'équipe, comment vous êtes organisé aujourd'hui? Écoute, nous, on a 4 pôles, voire 5 au sein d'OnCrawl. On a la partie business, dans laquelle il y a des business développeurs. Il y a la partie customer success, donc qui fait le support et tout l'onboarding, l'accompagnement de nos clients. La partie technique, et dans la partie technique, en fait, on a une sous-partie qui est une partie produit et R&D, innovation. Donc tout ça, ça forme un tout assez cohérent. Et puis évidemment la partie marketing qui va avoir la partie com, relations presse, la partie content marketing, etc., etc. D'accord. Tout le monde n'est pas en France, je suppose? Non, nous on est basé, on a un pied sur le continent nord-américain et un pied en Europe. Donc la grande majorité de l'équipe est sur Bordeaux, dans le sud de la France, et l'autre partie est au Canada. D'accord. Et on envisage d'ouvrir d'autres bureaux assez prochainement, notamment aux US. Et justement, en parlant de nouveaux bureaux, quelles sont les prochaines étapes clés de la croissance de OnCrawl? Notre sujet aujourd'hui, c'est évidemment de continuer à faire évoluer le produit avec pas mal d'annonces qui vont avoir lieu en fin d'année. Donc, on investit encore. Tu peux nous en donner une ou deux en avant-première? Écoute, je reviendrai t'en parler. Mais on avance assez fort là-dessus. Et puis, notre sujet, c'est quand même un sujet d'exécution commerciale, donc d'expansion internationale. Et donc, pour ce faire, on recrute à la fois au siège des business développeurs, mais aussi dans les différents pays, des équipes customer success et des équipes commerciales pour être au plus proche de nos clients.
Voilà. Donc c'est des sujets qui sont, nous on est assez opportunistes, hein, c'est-à-dire que moi je crois pas beaucoup aux gens qui disent moi je vais ouvrir tel marché et puis qui setup tout pour ouvrir le marché. Nous on regarde où sont nos clients, où sont nos prospects et puis on va aller attaquer de manière assez opportuniste les zones qu'on a sur lesquelles on sent qu'il y a des prémices. Un exemple de ça, c'est que je crois que la Pologne est notre 4e marché aujourd'hui. Donc c'est un truc dont on a été un peu surpris et en réalité on s'est rendu compte que les acteurs polonais ils étaient super avancés. Techniquement, c'est probablement les équipes SEO qui sont les plus compétentes aujourd'hui dans le monde. Et donc, on a découvert en fait une appétence hyper forte du marché pour nos solutions. Donc, on a énormément de clients là-bas. Surprenant. François, c'est le moment des temps forts. Quel a été le pire moment de ton parcours d'entrepreneur et comment tu as fait pour rebondir? Écoute, il y en a eu plein. Bon, je crois que le pire, c'est quand moi, je m'en souviens le pire, c'est le jour où tu perds ton premier salaire, enfin, l'un de tes salariés, quoi. La première fois que tu dois virer quelqu'un ou tu reçois une démission, c'est souvent pour moi c'était beaucoup de remise en question. Donc ça c'est un truc qui m'avait marqué. Et dans les mots, ça c'était avant Kroll. Ouais. C'était où tu te rends compte que t'as fait le mauvais choix, tu te rends compte que t'as pas donné toutes les clés au mec aussi non plus. Donc parce qu'en général la faute elle est pas que du côté du salarié, hein. Donc t'as quand même besoin de faire un peu d'introspection. Et ça je me souviens que ça m'avait marqué. Et puis dans le deuxième un moment qui est assez classique dans la vie d'une boîte, c'est le moment où tu sens que tu as la trésorerie qui va pas bien, tu sens que le marché est là, mais tu as besoin de faire la jointure, et puis en fait tu fais un petit jeu d'équilibriste. Moi je me souviens d'une levée de fonds, je dirais pas sur quelle boîte, mais je me souviens d'une levée de fonds, en gros il nous restait, je savais même pas comment payer les salaires à la fin du mois, on avait besoin absolument de lever des fonds. Mais malgré tout, on voulait pas laisser croire qu'on avait le couteau sous la gorge. Donc, on jouait un peu au poker, en fait, avec les investisseurs en face. Donc, ça, c'est des moments tu dors pas bien, quoi. Tu dors pas bien parce que t'as pas envie de planter tout le monde. Tu dors pas bien parce que tu te dis, putain, ça serait trop con que ça s'arrête maintenant. Donc, ça, c'est des moments qui sont un peu durs. C'est des moments qui sont un peu durs et en général, c'est des moments où t'es un peu seul en tant qu'entrepreneur parce que tu peux pas partager avec les salariés. Ton conjoint, il comprend pas. T'as pas envie de mettre le stress à la maison. Donc, ça, c'est des moments qui sont durs et t'es un peu seul, ouais. T'as réussi à payer tout le monde au final? Ouais, on a réussi à payer tout le monde avec la levée de fonds. Attends, voilà. Bon, super. À contrario, quel a été le plus beau moment? Écoute, j'espère que le plus beau moment, il est demain, tu vois. J'avoue que c'est une grande satisfaction. Aujourd'hui, on est une quarantaine de salariés. Quand on paye les salaires tous les mois, c'est un bon moment, quoi. De dire que, on a embarqué 40 mecs avec nous et qu'on voit qu'ils sont motivés. Et se dire qu'on fait vivre en partie une quarantaine de foyers, c'est une belle satisfaction, quoi. Voilà. Excellent. François, on passe à l'interview top 5. Le livre que tu recommandes. Alors, il y en a plein. Moi, j'ai adoré la biographie du patron de Nike qui s'appelle Shoe Dog, qui explique en fait toute la genèse de Nike, où on apprend que en fait le mec crée Nike parce qu'en fait il se fait planter par Onitsuka Tiger, dont il était l'importateur aux US. Et en fait, Nike démarre sur un conflit en fait d'un importateur, quoi, avec son fournisseur japonais. Et ça devient la réussite que c'est. Mais c'est une biographie où il explique que il bosse en cabinet comptable la journée, il fait Nike la nuit, le week-end, qui se paye pas pendant des années. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un petit, alors c'est un peu romancé à l'américaine, mais on sent quand même, les quelques moments de détresse que chaque entrepreneur vit. Donc c'est plutôt un livre que je recommande. Et après il y a quand même un livre moi que j'ai même relu avant de remonter Code Crawl, c'est The Art of the Start de Guy Kawasaki. Là aussi c'est fait très à l'américaine avec des grands principes, très à l'anglo-saxonne, mais malgré tout il y a quand même beaucoup de vérité sur comment on doit parler aux investisseurs, il se passe quoi sur le prototype qu'on doit aboutir, comment on recrute, comment on communique, etc. Enfin, il y a beaucoup de bon sens là-dedans et ça fait du bien de lire ou de relire avant de se lancer. Voilà. D'accord. L'entrepreneur que tu suis ou dont t'es fan? Écoute, moi, je suis pas vraiment un fan d'eux. Je suis pas vraiment des gens en particulier. Après, moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui accompagne mes aventures entrepreneuriales depuis une quinzaine d'années, qui est le patron d'un hébergeur qui s'appelle Systemic. Donc, c'est un monsieur qui s'appelle Hervé Bertou et qui est un peu le mec que j'appelle, qui est de bon conseil parce qu'il a 15 ou 20 ans de plus que moi et plus d'expérience que moi. Donc voilà, c'est le mec que j'appelle quand je sais plus quoi faire ou que j'ai des questions et qui va me donner son avis que je vais suivre ou pas, mais avec qui je vais être capable d'échanger. Donc, on va dire que si je suis fan de quelqu'un, c'est lui, ouais. D'accord. Ton outil en ligne préféré? Alors, après OnCrawl. Après OnCrawl, excuse-moi, j'aurais... Non, c'est Data Studio. Moi, je suis un grand fan de Data Studio. On pilote beaucoup de choses, que ce soit nos coûts, le business, tu vois, l'analyse des chiffres business, l'analyse des canaux d'acquisition, etc. Aujourd'hui, on utilise beaucoup Data Studio et honnêtement, je trouve que c'est une simplicité d'accès hallucinante. On exporte les données du CRM dedans, ça nous permet de piloter tout le business. C'est vraiment génial et c'est vraiment un outil dont je peux plus me passer, quoi. D'accord.
Ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui? Moi, ce que je dirais, c'est que au final, se lancer et réussir à avoir un salaire pour soi, c'est pas si dur. Honnêtement, on entend beaucoup d'histoires que ça va être la galère, qu'on va pas se payer pendant des plombes. In fine, et je vois autour de moi des gens qui sont lancés. Alors, je te parle pas de gagner 5 000 € par mois, hein, mais de réussir à gagner un salaire moyen français. Au final, c'est pas si dur. On voit que quand on fait les choses avec rigueur, avec de la discipline, in fine, réussir à se sortir un salaire, c'est pas si compliqué. Donc, faut pas être freiné par ça. En général, ce qui freine l'étape d'après, c'est le manque d'ambition, le manque de rigueur, un time to market qui est pas le bon. Mais in fine, juste pour s'assumer soi, c'est pas si difficile. D'accord. Donc, faut y aller. Voilà. Le meilleur investissement que tu as réalisé pour faire croître ton entreprise, ça pourrait être un investissement en termes de temps, de moyens humains, de moyens financiers, un produit, un service. C'est marrant parce qu'on réfléchit toujours avec ce qu'on vit aujourd'hui. On a un peu de mal à replonger dans le passé parce qu'un entrepreneur, c'est toujours un peu tourné sur son présent et son avenir. Donc, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est le recrutement du vrai premier manager qui s'occupe de la partie business, où tu te rends compte que tu peux pas continuer à faire passer à l'échelle ta boîte si t'as pas des gens qui sont très bons en management pour motiver les équipes, qui sont très bons pour exécuter la vision que toi t'as, parce que c'est des compétences qui sont assez différentes de celles d'un créateur d'entreprise. Et je crois que notre meilleur investissement aujourd'hui, c'est le recrutement de notre directeur commercial qui est là depuis à peu près 1 an et demi et qui nous a fait passer dans une autre dimension, quoi. Juste parce que voilà, il a les bons réflexes, il sait faire, il met le rythme qui convient, qu'on passe à l'étape d'après, quoi. Voilà. Donc souvent, le bon investissement, c'est un investissement en quelqu'un. Excellent. François, merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Alors, vous pouvez me suivre sur Twitter, sur @FrançoisLoub. Voilà, et puis vous pouvez aussi suivre @OnCrawl pour connaître nos évolutions et surtout accéder à une petite série de podcasts que nous aussi on lance qui s'appelle SEO in Orbit. Donc, il y a une vingtaine de gros influenceurs, experts, des SEO qui vont venir partager leur vision jusqu'au mois de juin. Donc, n'hésitez pas à me suivre aussi sur SEO in Orbit. Voilà. Eh ben, excellent. Merci François, à bientôt. Merci beaucoup, merci à toi. Merci encore à François pour nous avoir révélé l'entrepreneur qui est en lui. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode sur le blog, sur l'URL suivante, envou.co/32, le chiffre 32. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée et à très bientôt pour un nouvel épisode de l'entrepreneur en vous.